Nous sommes avec Bastien Faugeroux, qui est chargé d'affaires export chez Business France au Vietnam. Bonjour Bastien. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Comment se porte le Vietnam ou la vie au Vietnam? Eh ben, écoutez, je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu les images derrière moi, mais ça se passe très bien. Le Vietnam a géré la pandémie de manière vraiment remarquable, avec des mesures qui ont été prises relativement tôt, donc à partir de février 2020, au tout début, hein. Donc, pour plusieurs raisons. La raison principale était l'expérience des autres pandémies que le pays a connues, notamment le SRAS. Et le Vietnam a très rapidement en fait fermé les écoles, suspendu les vols internationaux, dans un premier temps avec l'Italie, la Chine, l'Iran, les pays qui étaient les plus touchés, et puis après vers d'autres pays, dont la France. Et on va dire que au moment du pic, entre guillemets, si on peut appeler ça un pic, parce qu'on était peut-être à 300, 400 cas maximum au Vietnam, ce qui paraît, je pense, aberrant Oui, on parle de cas, pour hein, la pas France. de cas. Oui, On d'accord, ok. parle de cas, hein, tout à fait. On Ouais, était à zéro décès à ce ouais, moment-là. ouais. Et ils ont imposé donc un confinement qui a duré, si mes souvenirs sont bons, un bon mois. Et à la fin en fait, de ce confinement, le pays avait totalement géré la pandémie. Il n'y avait plus de cas de Covid. Alors, comme vous vous en doutez, Frédéric, c'est sûr que ça ne pouvait pas tenir si longtemps. Donc, il y a eu des petits pics, notamment à l'été, dans le centre du pays, du côté de Da Nang. En fin d'année 2020 également, plus dans le sud, parce qu'il y a eu des entrées aussi illégales par les frontières au Cambodge, par exemple. Donc voilà, mais globalement, c'est toujours très bien maîtrisé. Et il y a évidemment ce système de quatorzaine à l'arrivée pour les experts internationaux, donc avec 14 jours de confinement dans un hôtel adapté, imposé. Et puis après, voilà, et normalement, après plusieurs tests, il y a pas de souci à se faire. Donc D'accord. voilà. Bon, bah, c'est comme chez nous en France, hein, ou presque. Euh, nous allons parler de la Silver Echo en Asie du Sud-Est et en Océanie. D'une manière générale, on peut dire quoi sur ce sujet? Bon, déjà, pour vous présenter un petit peu la zone, donc, parce que c'est vrai que donc, chez Business France, on fonctionne en zone, et donc on a intégré l'Océanie à la zone Asie du Sud-Est, donc, qui comprend du coup 11 pays, dont le Vietnam où je suis basé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des marchés très hétérogènes, parce qu'on a des marchés développés comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour. Après, on a des marchés en développement, donc la Malaisie, la Thaïlande, et on a des pays à forte croissance comme l'Indonésie ou le Vietnam. Donc, on a des marchés très hétérogènes, mais qui peuvent parfois être semblables dans leur approche, avec une population assez vaste. Donc, si mes chiffres sont bons, on est aux alentours de 685 millions d'habitants, soit presque 10 fois la population de la France, et une population donc qui vieillit, une population avec une classe moyenne qui prend de plus en plus de place, et une classe moyenne qui a un pouvoir d'achat de plus en plus élevé. Et donc, les sujets de la silver economy qu'on va aborder aujourd'hui sont tout à fait dans l'air du temps. Et donc, les pays de l'Asie du Sud-Est et d'Océanie sont tout à fait concernés par ces sujets. D'accord. Moi, on peut avoir l'impression que l'Asie est jeune et vieillit rapidement. Hmm. C'est ça ou Alors, oui, on a des populations qui sont très jeunes. Donc, si on regarde un peu la pyramide des âges, c'est vrai que ça ressemble un peu à peut-être l'Europe d'il y a 30 ans. Donc, on a des populations jeunes qui sont technophiles, qui sont très connectées. On a d'ailleurs dans certains pays, dont le Vietnam ou l'Indonésie, un boom du e-commerce, des applications mobiles. Mais au-delà de ça, c'est un pays où, voilà, enfin, ce sont des pays où la qualité de vie euh, de- est meilleure de jour en jour, et où les infrastructures sont de plus en plus développées. Donc effectivement, on a un vieillissement de la population. Et à ce jour, beaucoup de ces pays ne sont pas peut-être pas prêts encore à ce vieillissement qui devrait arriver d'ici 2025, d'ici 2030.
Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est un sujet passionnant, puisque ces pays vont avoir des besoins pour gérer le vieillissement de la population dans les 5, 10, 15 années à venir. D'accord. Dans toute cette zone, les pays les plus vieux, c'est lesquels? Alors, on a évidemment Singapour. Donc Singapour qui est le pays le plus développé en matière d'infrastructure, de technologie. Beaucoup d'entreprises internationales y sont basées pour leur siège social, même si c'est en train d'évoluer. Par exemple, beaucoup maintenant regardent également la Malaisie avec Kuala Lumpur, qui est une alternative intéressante. Bangkok en Thaïlande, avec une position un peu stratégique sur la zone, ou Ho Chi Minh Ville dans le sud du Vietnam. Donc Singapour, il y a aussi un écosystème un peu plus, on va dire, petit et restreint, donc peut-être plus facile à gérer. Si je ne me trompe pas, on est aux alentours de 7 millions d'habitants, donc c'est plus facile à gérer. Et effectivement, de par leur histoire, ils gèrent extrêmement bien le vieillissement de la population. Ils ont des systèmes en place, ils ont des services à la personne, notamment pour tout ce qui est maison de retraite, par exemple, qui sont très développés. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec le positionnement de certaines entreprises françaises sur le pays. Mais le deuxième pays et là c'est un peu plus surprenant, dont le vieillissement de la population est croissant, c'est la Thaïlande. Donc la Thaïlande, d'ici 2030, aura la deuxième population en moyenne la plus âgée de la zone Asie du Sud-Est. Et parce qu'en fait, je suis sûr, il y a le taux de vieillissement, c'est le pourcentage de personnes âgées par rapport à la population. On va faire simple, hein, c'est pas Mm. tout à fait ça, mais on va faire simple. Et après, il y a la vitesse du vieillissement. Il y a des pays qui nous rattrapent parce que la population vieillit très Mm. vite. Euh, dans la région Océanie, on y inclut l'Australie aussi. Donc Océanie, c'est Australie-Nouvelle-Zélande. Oui. Donc moi j'ai des homologues donc, qui sont basés à Sydney. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a de plus en plus, grâce peut-être au Covid quelque part, il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui se projettent sur l'Australie. Parce que c'est vrai qu'on avait tendance à penser, voilà, pour aller faire du business en Australie, il faut aller faire un voyage de 30 heures. Mais maintenant, avec tous les systèmes qui ont été mis en place avec la digitalisation, il y a beaucoup plus d'entreprises françaises qui se projettent. Donc, c'est une anecdote comme ça, mais c'est quand même très intéressant à savoir. D'accord. Dans les pays où vous êtes, enfin en Asie du Sud-Est, il y a des régimes de retraite, qu'on comprenne. Oui, tout à fait. Alors, ça change énormément d'un pays à l'autre. Alors, je lisais pas plus tard qu'hier concernant l'Australie, qui est un des pays les plus développés, où ils envisageaient potentiellement de passer l'âge de la retraite à 70 ans. Ici, au Vietnam, donc, on est sur un système actuellement avec un âge de la retraite à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes. Mais c'est en train de changer parce que, évidemment, comme je le disais plus tôt, il y a un vieillissement de la population et ils ont pris une mesure en 2019 qui fait que progressivement, l'âge de la retraite chez la femme et chez l'homme au Vietnam va changer et ça passera à 60 ans chez la femme et à 62 ans chez l'homme. Donc voilà, il y a de tout. Chaque pays a ses spécificités. Donc voilà, c'est. À part l'Australie qui est le Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu à part, le niveau de vie des retraités, il est comment en relatif par rapport à la population? Alors, ça va dépendre des pays. En effet, peut-être des pays qui sont un peu plus stables financièrement, type la Thaïlande, la Malaisie ou Singapour. Les retraités auront un niveau de vie qui sera plus intéressant et qui pourront s'avérer être des consommateurs intéressants si voilà, il y avait des entreprises françaises qui, par exemple, souhaiteraient se positionner dans les secteurs de la silver economy, dans les nouvelles technologies, qui pourront peut-être plus facilement se procurer ce type de service ou ce type de technologie à l'avenir, ce qui n'est pas encore le cas du Vietnam, mais on sent que ça évolue très vite. Donc le Vietnam, avant la pandémie, par exemple, on était sur des taux de croissance du PIB de l'ordre de 7% par an. Et grâce à sa très bonne gestion, le Vietnam enregistra une croissance toujours positive du PIB de l'ordre de presque 3% en 2020 et repartir sur des bases de 7% en 2021. Donc, donc
on sent qu'il y a de plus en plus de pouvoir d'achat et d'opportunités, en tout cas pour les seniors, on va dire. L'espérance de vie dans ces pays, elle est comparable à celle de l'Europe ou plus faible? Alors, c'est encore un peu plus faible pour de multiples raisons. Donc, évidemment, voilà, il y a des maladies, il y a des cancers, il y a de la pollution. Il n'y a pas forcément des systèmes aussi bien rodés que celui dont on a en France, hein. Donc, ça, il faut le mentionner également. On a beaucoup de chance en France. On a un système de santé qui est très bien ficelé. Donc, c'est pas encore le cas. Donc, on a beaucoup aussi d'ici, on parle d'assurances privées qui sont parfois assez onéreuses. Donc, forcément, il y a des personnes qui ne peuvent pas se procurer d'assurance vraiment très élaborée. Donc, voilà, l'espérance de vie reste plus bas qu'en Europe, mais ça progresse de jour en jour et ça monte extrêmement vite. D'accord. Le sujet de la silver economy, c'est un sujet justement dans ces pays. Bah, tout à fait, hein, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est aussi pour ça qu'on souhaite mettre l'accent sur la silver economy dans ces pays. C'est qu'on a une population vieillissante et pas forcément les technologies ou les services qui sont mis en place pour pouvoir gérer au mieux cette montée des seniors ou des personnes du troisième âge. Donc c'est un vrai sujet, en tout cas en Asie du Sud-Est et en Océanie. D'accord. Mais les Européens, les Français peuvent, on peut apporter quelque chose à ces pays en termes de produits, de services, ou Bien évidemment, ça fait bien un peu comme évidemment. la Donc Chine, on a, ça fait un peu comme la Chine, où le Français il pense, il pense avoir inventé quelque chose, il arrive en Chine, il y en a déjà 15 qui existent. c'est sûr que voilà, il y a évidemment de la concurrence. Ça, c'est une évidence. Il y a de la concurrence sur la zone Asie du Sud-Est, en effet, venant de la Chine. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont aussi plus proches et ils produisent peut-être des biens ou des services qui sont un peu moins chers. Mais après, ici, donc déjà, la France a une très bonne réputation. Donc, les produits, les services français sont très bien réputés. Donc, il ne se passe pas un jour, par exemple, au Vietnam, où je ne croise pas une enseigne qui est écrite en français, où on peut voir également des boulangeries, pâtisseries françaises à tous les coins de rue. Donc, on a une extrême bonne image et il faudrait en jouer. La deuxième chose, et le point important, c'est que les pays de l'Asie du Sud-Est ont des communautés labellisées French Tech. Donc, il y en a 6 sur la zone, dont ici au Vietnam, mais également au Cambodge, à Singapour. Donc, il y a 6 communautés French Tech. Les communautés French Tech qui sont des écosystèmes d'entrepreneurs francophones ou d'entreprises françaises, de filiales d'entreprises françaises qui s'entraident, qui créent des événements à valeur ajoutée et qui permettent de faire rayonner un petit peu la technologie française pour pas aussi qu'on pense que la France, ce n'est que du pain et du fromage. C'est bien d'autres choses, dont la technologie. aussi, Et voilà. Et la troisième chose que je voulais signaler, c'est que on a quand même un vrai savoir-faire dans ce secteur côté français. Donc dans la santé, on a les Servier qui sont présents ici. On a également Thales qui peut aussi parfois apporter des services de e-santé, en tout cas dans la sécurisation des données. On a beaucoup d'entreprises voilà, qui sont spécialisées, qui sont présents un peu partout avec des filiales sur la zone. Et après, on a aussi des pépites françaises. Donc, on a aussi une licorne qui est assez connue maintenant, c'est Doctolib, donc, qui pourrait potentiellement si ce n'est pas déjà fait, qui pourrait venir apporter un service supplémentaire aux différents pays de la zone. Et après, on a aussi des géants, notamment spécialisés dans les services à la personne, dans les maisons de retraite. Je pense notamment à Orpea, à Domitis, qui sont. Alors, Orpea, je ne crois pas qu'ils sont déjà présents. Je sais qu'ils sont présents en Chine, mais qui regardent attentivement la zone. Domitis, sauf erreur de ma part, ont déjà un partenaire à Singapour. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent et il y a des projets, en tout cas,
côté français et européen dans ces pays-là. Si vous deviez, enfin, vous le faites, si vous deviez, oh, vous le faites quand même, hein, accompagner une entreprise française en Asie du Sud-Est, euh, et si on devait citer trois secteurs d'activité qui sont pour vous les plus porteurs ou les plus prometteurs en Silver Eco, ce serait lesquels? En Silver Deco, je dirais tout d'abord la e-santé que je citais précédemment. Je dirais également tout ce qui est smart home, domotique, donc tout ce qui pourrait aider les personnes directement à leur domicile. Donc ça peut être un système de surveillance, de montres connectées, de sol connecté. Donc c'est très large. Et je dirais également tout ce qui touche un petit peu à la robotique. Donc en France, on a ce type de service, notamment dans beaucoup d'hôpitaux. Ici, on a la construction de plus en plus de smart hospitals, que ce soit au Vietnam, en Thaïlande ou en Australie. Donc il y a des gros projets d'investissement à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au niveau robotique, la France, qui a un vrai savoir-faire, pourrait apporter sa valeur ajoutée. Alors, ça donne l'impression que la Silver Eco commence par la technologie. Bah, Alors oui, alors avant que les Français inventent le terme silver economy, avant on a démarré quand même pour l'aménagement de la salle de bain, la vente à distance pour les seniors, les habits pour seniors. Exactement. C'est vrai que j'ai beaucoup accentué sur la technologie. C'est peut-être aussi parce que j'ai plus d'affinité avec ce secteur et parce que c'est peut-être ma déformation professionnelle parce que je suis dans ces secteurs. Mais en effet, il y a également toute la partie biens de consommation et qui pourrait toucher évidemment la mode, l'habillement pour les seniors. On peut également parler dans les services de l'assurance, donc des différentes assurances, de la téléassistance par exemple. Donc, en effet, c'est des secteurs qui sont intéressants et comme vous le dites, hein, de toute façon, la silver economy, c'est extrêmement large et ça peut toucher beaucoup de secteurs d'activité. Si je suis entrepreneur français et j'hésite entre sur la silver economy et j'hésite entre aller au Brésil ou aller dans le sud-est asiatique, vous me dites quoi? C'est une question compliquée. Alors, je ne peux pas me prononcer sur le Brésil parce que bon, je suis sûr que c'est un marché avec beaucoup d'opportunités également, différentes peut-être de celles qu'on trouve ici. Mais Peut-être une question moins engageante. Quels sont les bénéfices d'aller dans le sud-est asiatique? mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il ne faut pas sous-estimer certains marchés dans le sens où on a tendance, en tant qu'entrepreneur français, très vite d'aller bon, dans les pays limitrophes, ce qui est plutôt logique, surtout qu'on a des pays limitrophes qui sont francophones, comme la Suisse ou la Belgique, qui sont plus faciles d'accès. Donc également, je pense aussi à l'Espagne ou à l'Allemagne, qui sont les gros marchés européens. À l'Espagne, on a peut-être une affinité aussi linguistique. Mais après, on a très rapidement tendance à vouloir aller très rapidement au rêve américain et aller aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, ça coûte très cher. Il y a de la concurrence ou on veut aller en Chine, mais la Chine, c'est un marché qui est aussi compliqué parce que c'est un marché tellement vaste qu'il y a beaucoup de différences culturelles également. Donc c'est vrai que des marchés, alors là je vais rebondir sur le Brésil, mais sur l'Asie du Sud-Est, c'est des marchés sur lesquels forcément on ne pense pas tout de suite, et tout particulièrement en matière de technologie, mais finalement il y a vraiment, c'est des pays où les choses vont extrêmement vite et où il y a de la demande et beaucoup d'opportunités. Et je vais prendre un exemple tout bête, c'est celui de la 5G. C'est-à-dire que le Vietnam a très rapidement passé le cap de la 4G pour passer à la 5G. C'est ça, En d'accord. fait, ici, il n'y a pas vraiment cette phase de test. On passe du point A, du point A au point B au point C. Ici, on va très rapidement passer du point A au point C. Et c'est pour ça que quand on adresse une entreprise française pour des marchés comme ceux-là à très forte croissance, on dit toujours il n'est jamais trop tôt pour l'export, parce que peut-être que vous feriez un rendez-vous maintenant qui ne va pas forcément vous apporter quelque chose, mais dans 6 mois ou dans un an, quand les choses auront accéléré d'un point de vue réglementaire peut-être ou investissement,
là, votre interlocuteur sur place, ici en Asie du Sud-Est, pensera dans un premier temps à vous, à votre société. D'accord. Si je suis entrepreneur, vous m'avez convaincu, je vais aller au Vietnam. Euh, quelles sont les premières étapes que vous me recommandez? Qu'est-ce que je dois faire étape par étape? Vous appelez Bah, peut-être, d'accord, et après. déjà, nous contacter. Voilà, Non, c'est. voilà. Alors, ce qu'il faut savoir avec le Vietnam, de toute façon, il faut jamais, peu importe le marché où on va, il y aura des différences culturelles. J'étais avant en poste aux Pays-Bas et moi-même, étant franco-néerlandais, donc j'ai une mère néerlandaise, j'étais même surpris par les différences culturelles qui existent dans un pays qui est à 3 heures de train de Paris avec le Thalys. Et donc, faut tout de suite se dire, voilà, je n'arrive pas en terrain conquis, je vais faire du business à la française, je vais inviter mon interlocuteur au resto pendant 2 heures et pour essayer de le convaincre. Parce que, voilà, par exemple, aux Pays-Bas, on mange un sandwich froid en 30 minutes, voilà, et les gens sont assez pragmatiques dans leur approche, ils vont très rapidement vous parler donc des chiffres, ce qui est peut-être un peu tabou pour nous Français. Et c'est la même chose ici. Donc ici, voilà, on est dans un pays qui est encore plus loin, donc avec des différences culturelles encore plus importantes. Linguistiquement, c'est encore plus compliqué. Donc voilà. Donc nous aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare les entreprises françaises à leur rendez-vous parce que finalement, notre cœur de métier, c'est que l'entreprise française fasse du business. Donc on va essayer de tout donner pour qu'elle puisse avoir tous les éléments possibles pour pouvoir bien aborder l'interlocuteur et le marché. Donc des trucs, des choses simples, hein, je vais vous dire. Ici, par exemple, on va donner la carte à deux mains, on va se pencher légèrement, on va retourner la carte, voilà, ce que on fait pas forcément en Europe. Et donc après, on recommande aussi des choses. Donc nous, on connaît bien l'écosystème ici et on privilégie parfois une approche partenariale, par exemple. Pourquoi? Parce que si on s'associe avec un distributeur, intégrateur, on est sûr que culturellement et linguistiquement, la société va pouvoir aider. Et nous, on connaît bien ceux qui sont plutôt bons, qui ont un réseau étoffé en local qui permettra à l'entreprise française de pouvoir rayonner sur le marché en toute sérénité. Donc voilà, il faut vraiment, je pense, la première chose, pour conclure, la première chose à faire, c'est voilà, partir du principe qu'on ne fera pas du business comme en France. Euh, donc, oui, donc m'aider sur la culture. Est-ce qu'avant, vous conseillez de venir visiter le pays pour voir si on va s'y plaire? En fait, on peut éventuellement, et pour éviter que l'entreprise française s'engage sur peut-être du temps et un investissement trop lourd, ce qu'on peut faire, c'est nous, on peut se mettre aussi dans la peau d'interlocuteurs en local. C'est-à-dire, on peut se mettre dans la peau de chargé de développement pour l'entreprise française pour une durée de 2 ou 3 mois. Et nous, on va aller interroger les interlocuteurs ici et on va leur demander un retour sur ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce que vous souhaitez travailler avec cette entreprise? Est-ce que vous travaillez déjà avec quelqu'un, avec un concurrent peut-être? Donc nous, on va essayer de récolter le maximum d'informations et là, l'entreprise on va tout donner, tout ce qu'on a eu comme retour à l'entreprise. Et là, l'entreprise se dira, voilà, est-ce que c'est un marché avec du potentiel pour moi ou non? On peut également faire des études en amont, des études de marché. Voilà, on va valider ou non le potentiel. Donc voilà, tout est possible en fait. D'accord. Autre chose à rajouter que vous vouliez rajouter? Non, juste, je rajoute que, voilà, peut-être que vous en doutiez, mais malgré 3 années au Vietnam, je ne maîtrise toujours pas la langue ni la culture, Ah donc je bah travaille justement, je pensais que évidemment. vous alliez faire la conclusion en vietnamien, hein. Bon, je baragouine un petit peu, j'ai pris quelques cours, mais ça reste une langue extrêmement compliquée, notamment avec les accents. Mais voilà, ici, on a des collaborateurs qui sont vietnamiens et parfaitement francophones et qui sont là depuis un très grand nombre d'années, donc qui ont un réseau étoffé ici, avec des bornes d'entrée avec des entreprises en local. D'accord. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement précieux de les avoir et de travailler avec eux au quotidien.
D'accord. Pour ceux qui écoutent et qui veulent en savoir plus, ils font comment ils vous contactent directement, ils contactent Business France Voilà, ils peuvent nous contacter directement. Idéalement, donc il y a également mon collègue Alain Simas qui est référent donc pour la Silver Economy ouais. au siège de Business France à Paris. Je ne sais pas si vous pourriez également rajouter ses Ouais, coordonnées. oui, Donc voilà. je mettrai ce coordonnées en dessous. C'est celui qui est en charge de la Silver Et, Economy. et Euh, après, voilà, après pour les entreprises qui sont plus en région, on a des chargés d'affaires qui sont basés dans les régions, donc un peu partout en France, et qui sont des conseillers de proximité. Donc au-delà de la zone dont je viens de parler, si vous avez des projets dans n'importe quel autre pays dans le monde, voilà, ils seront votre conseiller de proximité et puis vous aideront en vous donnant toutes les clés en main pour pouvoir aborder l'export au mieux. euh, pour faire du business là-bas, il faut parler la langue locale. Moi, je dirais même plus loin, je dirais que c'est toujours un plus, de toute façon, dans n'importe quel pays du monde, de parler la langue locale. Après, évidemment, voilà, on est dans un monde où le monde des affaires est plutôt anglophone. Même si au Vietnam, parfois, ça peut être compliqué, si jamais voilà, on sent qu'il y a une difficulté avec l'anglais, nous, on a un réseau d'interprètes qui sont D'accord. excellents, qui connaissent très bien le vocabulaire technique, qui peuvent venir en soutien. Mais de toute façon, c'est toujours mieux d'avoir sa documentation, son site internet dans la langue du pays auquel on veut adresser. D'accord. Le 17 mai, vous faites une conférence en ligne sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, tout à fait. Merci, Frédéric. On organise un atelier d'information donc le 17 mai prochain qui se tiendra en ligne. L'idée sera de présenter plus en détail un peu l'état des lieux de la zone, mais également donc, sur les trois marchés spécifiques que sont la Thaïlande, le Vietnam et l'Australie, qui, pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, sont des marchés extrêmement intéressants sur ces sujets. On aura également l'intervention d'entreprises et d'experts locaux, dont par exemple pour le Vietnam FPT, donc FPT qui est un géant qui est également présent en France, qui ont également des bureaux en France et qui a une antenne Smart Hospital et e-santé. Ils sont d'ailleurs en train de développer les Smart Hospital au Vietnam, donc ils auront sûrement des choses très intéressantes à dire. On aura le témoignage d'une entreprise française, donc Domitis, que j'ai également cité un peu plus tôt, qui est présente sur Singapour, qui pourra vous présenter un petit peu les clés, comment ça s'est passé, quels sont leurs projets, etc., etc. Et à la fin, dans la deuxième partie suite à l'atelier, il y aura des rendez-vous donc ciblés avec les interlocuteurs, les intervenants de l'atelier, de la session du matin. Potentiellement du business et de la mise en relation. Donc, pour ceux qui sont intéressés par suivre cette conférence, vous trouverez le lien sous la vidéo pour pouvoir cliquer et vous pouvez vous inscrire. Un mot de conclusion en vietnamien ou en français? En vietnamien, je dirais Sinkamon Frédéric. Sinkamon Anh Frédéric. Merci beaucoup et dire D'accord. merci monsieur Frédéric et puis merci beaucoup pour cette opportunité. C'est un exercice qu'on ne fait pas tous les jours mais qui est toujours sympa à faire et merci pour cette opportunité. Merci Bastien de m'avoir présenté l'ensemble. Merci Bastien Faugeroux. Je rappelle que vous êtes chargé d'affaires export à Business France et que vous êtes basé au Vietnam. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.